Bonjour à toutes et à tous, on va pouvoir commencer. Je suis Clémence Josse, je suis la rédactrice en chef du magazine Archimag et je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour cette conférence qui pose une question qui préoccupe la plupart des professionnels de l'information aujourd'hui. L'IA est-elle plutôt une menace ou une opportunité pour nos métiers et plus précisément pour la préservation numérique? La question est loin d'être tranchée, puisque une enquête qu'on avait réalisée chez Archimag en juin dernier révélait que 86% des professionnels de l'information déclaraient ressentir de la crainte vis-à-vis de l'IA et 80% de l'optimisme. Donc c'est une sacrée ambivalence qui reflète bien la difficulté pour les professionnels de se situer face à, d'un côté, toutes les avancées positives que représente l'IA et de l'autre, tous les points de vigilance qu'elle doit comporter. Donc pour en débattre ce matin et pour nous éclairer sur cette question, j'ai avec moi 4 experts du domaine. Morgane Attias, bonjour, vous êtes Product Innovation Manager chez Infotel, où vous pilotez un portefeuille de solutions qui met l'accent sur la performance et la responsabilité. Et je crois savoir que vous êtes un passionné de préservation numérique. Oui, bonjour. Effectivement, la préservation numérique, c'est ma passion. Je viens de la technique, mais je suis tombé amoureux de ce sujet-là. Et ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on peut justement allier dans la conception d'un produit l'amour de la technique et l'amour de la préservation numérique. Et donc, j'ai hâte de partager tout ça. Merci. Fabrice Le Gascoin, bonjour. Vous êtes consultant en application pour les environnements business. Vous concevez notamment des produits digitaux dans lesquels vous avez à cœur de simplifier les problèmes complexes avec l'IA ou alors avec des outils plus traditionnels. Oui, on m'entend là? Oui, ok. Oui, bonjour. Donc Fabrice, en effet, moi je suis consultant indépendant et j'accompagne mes clients dans la définition d'applications métiers depuis fort longtemps et notamment à base d'IA. Et entre parenthèses, à côté de ça, je suis également professeur à l'université, professeur associé à l'université. Donc j'ai deux casquettes en réalité. Voilà. Merci. Édouard Vasseur, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire des institutions, d'archivistique, de diplomatique contemporaine à l'École nationale des chartes et vous êtes un expert en gestion de l'information physique et électronique. Vous concevez et déployez des systèmes d'archivage et évidemment le sujet de la préservation numérique n'a aucun secret pour vous. Aucun secret pour moi, je n'irai pas jusque-là, mais oui, c'est un sujet qui m'a beaucoup occupé dans ma carrière en tant qu'archiviste, puisque c'est à l'origine ma formation, mon métier, et en tant que participant à la conception de systèmes de préservation numérique. Voilà, sujet aujourd'hui que je porte dans l'enseignement pour former les futurs professionnels de demain. Qui ont besoin de s'adapter, de se former, d'évoluer. Qui auront toujours besoin de s'adapter, de se former. Merci. Et enfin, donc Jean-Pierre Lahose de la Louvière, bonjour. Vous êtes le président de l'association professionnelle iFutura qui accompagne et regroupe les acteurs de la transformation numérique et de ses usages. Vous avez une très grande connaissance du secteur du logiciel, c'est-à-dire tous les outils métiers qui sont entre les mains des professionnels et notamment ceux de la préservation numérique. Merci Clémence, merci de nous avoir invités à cette très belle table ronde. Alors 2 mots sur iFutura, en effet, nous sommes une association professionnelle qui s'intéresse à l'évolution des normes. Donc nous pensons que les normes sont extrêmement importantes et qu'il ne faut pas les laisser aux GAFAM ou à certains acteurs, mais être partie prenante de l'évolution des normes. Donc nous sommes au niveau français à l'AFNOR. Nous participons au CN, à différents CN, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur la partie GED, facturation électronique, archivage électronique, cybersécurité, etc. Nous participons au niveau Europe et au niveau ISO. Et nous avons été, ce qui concerne la préservation, responsables de la mise en place de la définition au niveau des EIDAS V2, au niveau européen, donc de la définition de la partie archivage électronique sur EIDAS V2, sachant que cette régulation, cette norme va... Le décret d'application devrait arriver fin mai, je crois, donc bientôt. Merci. Alors écoutez, je vous disais ce matin que nous allions débattre. Lors de cette conférence, vous verrez qu'il y aura 4 mini-débats auxquels les 4 experts ici répondront afin de nous aider à y voir plus clair sur l'impact de l'IA dans la préservation numérique. Ils vont donc nous permettre d'identifier qui en la matière est le bon, la brute et le truand. Alors premier petit débat, est-ce que l'IA est un atout pour la préservation numérique? Morgane. Donc moi, une fois n'est pas coutume, je vais être optimiste.
Et je vais partir sur l'aspect, je pense que l'IA pour la préservation numérique est dans la catégorie le bon. Alors, je le fais avec mon approche éditeur de logiciels qui voit dans le long terme, donc c'est toujours très dangereux d'introduire une nouvelle technologie parce que quand on doit la supporter pendant 10, 15, 20 ans. Et j'arrive aussi à gratter la surface de l'aspect un peu à phénomène de mode. Évidemment, tout le monde parle de l'IA aujourd'hui. On parle de plein de sujets différents. Mais au final, je pense que si on prend la somme des craintes qu'on peut avoir et des avantages qu'on peut gagner, je le garde dans la catégorie du bon. Pourquoi ? Parce que je vois ça comme un facilitateur, un accélérateur. En termes de temps, on a un temps qui est limité en tant que personne, qu'humain physique. Que l'IA est capable de nous donner des raccourcis, de pouvoir traiter des masses de données que l'on ne pourrait pas faire manuellement. Et je vois aussi un atout pour des personnes qui sont peut-être moins techniques dans la catégorie des archivistes, mais qui ont un besoin avec ce numérique d'assistance. Et là, même l'IA générative peut parfois aider à faire un petit script, à faire quelque chose qui va leur permettre de travailler de façon plus optimisée. Et donc, oui, forcément, c'est bon, c'est un atout. Merci Morgane. Fabrice, vous vouliez... Est-ce qu'on m'entend ou il faut que j'appuie sur le bouton là ? On m'entend ? Tout à l'heure, j'ai appuyé sur le bouton, en fait, il n'y a pas besoin. Ouais, donc, bon, il a raison, je suis d'accord avec lui dans le fond. Mais bon, je module un petit peu perso. Déjà, très concrètement, si on veut utiliser de l'intelligence artificielle pour, par exemple, détecter les métadonnées, je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez tous sur YouTube des films historiques sur YouTube. Supposez que vous trouvez un film historique très sympa et que vous avez décidé de l'archiver, ce truc-là. Bon. Si on veut extraire des métadonnées automatiquement d'un film historique, hein, on peut le faire avec une IA générative qui va faire une analyse de la vidéo, etc. Le problème, c'est qu'elle peut être biaisée, cette IA, selon la manière avec laquelle elle a été entraînée. Ce qui veut dire qu'en fait, je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, l'IA, j'aime bien, ok, on se comprend bien, mais il faut faire attention. Parce que si des fois, on utilise une IA qui est biaisée ou trop fortement biaisée, ça veut dire qu'en fait, les métadonnées qu'on va accrocher à son document sont mauvaises. Et s'il n'y a pas un œil humain par derrière pour regarder et puis pour valider, eh ben, ça peut être problématique. Donc voilà, je vais juste souligner ce premier point. Et le deuxième point, et donc ça, je pense que peut-être on aura l'occasion d'en reparler un petit peu tout à l'heure, c'est la question de la dépendance à des solutions tierces. Donc ça, c'est un problème que je vois. Alors moi, je ne suis pas spécifiquement un spécialiste du domaine de l'archivage, etc., et de la préservation numérique. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on n'arrête pas de rajouter des couches logicielles. Non. Et un des problèmes fondamentaux qu'il y a avec la question de la préservation numérique, c'est l'obsolescence du matériel et des supports et des formats. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec l'IA ? C'est qu'on rajoute une couche encore par-dessus. Donc il faut faire juste attention. Je sais qu'Arxis, justement, est un système qui travaille bien là-dessus. Mais bon, il faut faire attention à ça. Numéro 1, les IA peuvent être biaisées et de là vient, par exemple, si on extrait des métadonnées, les métadonnées peuvent être mauvaises. Deuxièmement, on a une trop forte dépendance à une technologie tierce qui rajoute en plus une couche sur les lasagnes numériques. Merci Fabrice. Alors vous avez énuméré certains risques. Hein. Comment on peut faire face à ces risques ? Comment on peut prévenir ces biais algorithmiques, s'assurer que les systèmes d'IA fonctionnent de manière équitable et transparente ? Qu'en est-il du côté de la régulation, Jean-Pierre ? Alors avant de parler de régulation, moi je dirais que je vais un petit peu moduler ce que tu as dit, parce que pour moi l'IA est, comme dans tout, il y a du côté positif et négatif. Et puisqu'on était avant sur la partie du bon, j'étais il y a 15 jours en Afrique, en Côte d'Ivoire, où j'étais invité pour les journées de l'IA. Et un des problèmes en Afrique, c'est la multitude de langues qui existent. Il faut savoir qu'il y a des centaines de langues différentes. Et vous avez un taux d'analphabétisation qui est même qui est très important. Donc accéder à l'information dans une langue qui n'est pas la vôtre ou que vous maîtrisez moins bien, c'est compliqué. Et là, c'est un des points positifs, c'est que l'IA peut permettre de traduire dans différentes langues, et c'est ce qui est en train d'être fait en Afrique dans un certain nombre de pays, pour que la population locale puisse accéder et converser directement, quelle que soit l'information, dans sa langue. Donc ça, c'est pour moi un point extrêmement positif. Je suis d'accord avec tous les billets qu'il peut y avoir. Hein. Mais voilà.
Donc la préservation maintenant, le problème de la préservation, c'est qu'on est dans le domaine du stockage d'informations qui pose un gros problème. C'est il faut encore avoir des informations stockées qui répondent à des régulations en effet. En France, on a la certification NFZ 42013 pour les SAE qui permettent, avec une certification NF 461, qui permettent de dire que le système d'archivage que l'on utilise est certifié, donc correspond à des normes. Ça va bientôt changer puisqu'il y aura IDAS qui va sûrement prendre la place de cette certification. Mais voilà, il faut avoir des certifications. Mais surtout, pour moi, le problème, on est aujourd'hui dans un monde où les attaquants sont de plus en plus performants et où l'IA et les IA génératives permettent aux attaquants d'être de plus en plus forts. Donc la cybersécurité des systèmes, quels qu'ils soient, et notamment des systèmes d'archivage, est extrêmement importante. Et c'est un des points chez Futura sur lequel aujourd'hui on s'attelle parce que peu de gens sont vraiment conscients de l'importance. Et là, vous avez un certain nombre de régulations. Vous avez dû entendre parler de NIS 2, de DORA, de REC, un certain nombre de régulations européennes qui sont obligatoires, qu'il faut mettre en place et qui vont même poser des problèmes de pénalité au niveau des entreprises si elles ne le suivent pas, de responsabilité des chefs d'entreprise en cas de problème s'ils n'ont pas mis en place ces régulations. Donc voilà. Donc il y a l'IA générative est extrêmement importante dans nos domaines, dans nos métiers, pose des problèmes notamment de ce que tu as dit, et pose la problématique de la cyberattaque qui peut être facilitée si on n'est pas bien protégé. Alors, on peut peut-être passer à notre deuxième mini-débat. Finalement, face à ces risques-là que vous avez énumérés chacun, est-ce que l'IA peut être un vrai danger pour la préservation numérique? Édouard Vasseur, est-ce que... Alors, il y a deux aspects, je dirais, dans les dangers que peut présenter l'IA pour la préservation numérique. Déjà, la première chose, c'est ce que l'on met dans la préservation numérique, donc les objets eux-mêmes. L'IA est un fabuleux outil pour créer de l'information, mais tout dépend de la qualité de cette information aussi. Donc voilà, si on met un tas de deepfakes dans un système de préservation numérique, ça restera du deepfake, quel qu'il soit. Donc il y a cette première question. On a plutôt tendance, quand on crée un système de préservation numérique, à espérer avoir un système de confiance, mais comme je le dis souvent, garbage in, garbage out. L'archiviste ne peut ressortir que ce qu'on lui a donné. Si on lui a donné un faux, si on lui a donné quelque chose de mauvais, de toute façon, il ne pourra ressortir que ça. Et aujourd'hui, on a de plus en plus, avec l'IA, qui est un outil d'assistance à la création, voilà, on génère de l'IA avec l'IA, on contrôle l'IA avec l'IA. Voilà. En tant qu'enseignant, aujourd'hui, la lettre de motivation ne sert quasiment plus à rien, parce que de toute façon, lire du chat GPT, moi, j'en ai rien à faire. Donc, voilà, essayer à trouver... voilà, on a cette problématique aujourd'hui, la création de ce qui est créé, de sa qualité. Ensuite, il y a la question de l'IA en tant qu'outil. Et l'IA en tant qu'outil, il va agir en fonction de règles qu'on lui a données par un algorithme, mais en fonction d'un comportement qui est basé sur un corpus qui est défini. Et on voit bien quand on utilise des LLM que les LLM sont sujets aux hallucinations. Donc voilà, une collègue montrait qu'en utilisant les LLM, qu'elle avait des ouvrages dans sa bibliographie qu'elle n'avait jamais écrits. Donc voilà, on a aussi ce problème. C'est le même cas pour un système de préservation numérique. Si on utilise une IA qui a été mal entraînée avec un mauvais corpus, on aura des résultats qui peuvent être des résultats catastrophiques si on la lance de manière systématique. Donc voilà, en effet, c'est des systèmes qui sont relativement brutaux et qui nécessitent d'être bien entraînés. Voilà, qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Et je rejoins mon collègue sur la question de la cybersécurité, qui devient en effet essentielle. Si on a une prise de contrôle de NIA qui assure le système de préservation numérique, toute la chaîne de confiance sera rompue. Pour l'intégrité même des archives ? Pas uniquement pour l'intégrité, mais il y a déjà celle-là. Ça peut être tout simplement leur existence même. Une IA qui lance un système de suppression automatique, de destruction automatique, de déréférencement, ou ne serait-ce que de déréférencement, suffit à détruire. On ne touche pas l'intégrité, mais on n'a plus le moyen de le retrouver. Donc si on attaque la base qui permet de retrouver le document, de toute façon, c'est le même effet que si on porte atteinte à son intégrité binaire. Merci. Ou intellectuelle. Jean-Pierre de la Hausse de la Loubrière, vous voulez... Oui, moi je vais prendre un exemple pour rebondir sur cette partie cyber.
Vous avez peut-être entendu parler d'un arrêté de la Cour d'appel du 24 janvier 2025 concernant les avocats. Un avocat stockait ses dossiers sur Google Drive et utilisait Gmail comme outil de mail. C'est un avocat qui traitait des dossiers de pédophilie, donc ses clients étaient pédophiles, donc dans ces dossiers, il avait notamment des photos qui n'étaient pas forcément positives. Vous savez peut-être que tous les Américains ont le droit de récupérer toutes les informations qui sont sur des outils possédés à 30% par les Américains. Donc Google scanne tout ce qui se passe dans ces bases de données. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les dossiers de cet avocat ont été supprimés. Son compte Gmail a été bloqué parce que Google a considéré que c'était une atteinte, puisque c'était des photos pédophiles. Donc, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous stockez vos archives? Est-ce que c'est dans un cloud et est-il souverain? Ou est-ce que c'est on-premise chez vous? Donc, vous avez cette complexité d'être obligé de vous assurer de l'accès, de la sécurité des informations, au-delà de la préservation en termes je dirais, de normatifs sur est-ce que votre archive est bien certifiée, etc. Vous voyez, c'est pour moi vraiment la grosse problématique, mais qu'on a à tous les niveaux aujourd'hui, sur quelle que soit l'information que l'on manage. Alors, vous parliez tout à l'heure de désinformation, de fake news, et en matière de deepfake, qui est vraiment un phénomène voilà, très délétère. Est-ce que l'IA est capable de la détecter, Fabrice? J'avais envie de dire un mot là-dessus, justement. En fait, c'est une course à l'échalote. Je pense que l'expression, c'est course à l'échalote, je crois. Ouais, je pense que ça. C'est en gros, il y en a un qui avance, et puis celui qui est derrière, il va le dépasser, et il va avancer, et hop, 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 et ça n'en finit pas. Donc en gros, c'est-à-dire que la technologie est à un certain niveau, on essaye de détecter ce qui est, entre guillemets, un deepfake. On va y arriver plus ou moins, mais très très vite, on ne va plus y arriver. Parce que la technologie qui permet de faire les deepfakes est encore meilleure. Je l'ai vu à l'université, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais professeur associé. Le grand débat l'an dernier à l'université, les gens, il y en a, c'était limite, je ne savais pas qu'ils en arrivent aux mains, mais enfin, il y a des mots d'oiseaux qui volent dans la salle. Ils disent, oui, c'est pas possible, l'IA, ta. Les étudiants utilisent tous ChatGPT, voilà, et donc, voilà, il faut interdire l'IA partout. Moi, je faisais partie de ceux qui disent, bah non, l'IA, il faut la donner aux étudiants, parce que, en fait, on ne peut pas détecter quand un étudiant a utilisé une IA. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des détecteurs d'IA, mais les détecteurs d'IA échouent à détecter l'IA, et pire que ça, pénalisent des étudiants qui, eux, n'avaient pas triché, en disant, bah tiens, mec, t'as triché, alors que la personne n'avait pas triché du tout. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Maintenant, ça n'arrête pas d'évoluer, et donc c'est de plus en plus difficile de détecter un deepfake. J'ai encore fait des recherches justement là-dessus il y a quelques jours en prévision de cette journée. Et en fait, que ce soit des deepfakes texte, mais surtout audio, vidéo, image, c'est de plus en plus difficile à détecter. Et donc je pense que là, il y a vraiment un véritable enjeu. Et juste un mot, alors, pour mettre un peu une perspective, c'est très personnel, mais pour moi, le deepfake, ça ne date pas d'hier et ce n'est pas forcément du numérique. Hein. Je pense aux sphères de Turin, je pense à la tunique du Christ qui se trouve à Argenteuil. Il y a des grands débats là-dessus pour savoir si les choses sont d'origine ou pas d'origine, on est d'accord. Donc ça ne date pas d'hier. Je pense que ce n'est pas inintéressant de voir un peu les choses de plus loin. Et en termes de préservation, en fait, si on commence à garder quelque chose qui est validé comme étant vrai, une fois que ça rentre, eh ben, si on considère que c'est vrai, c'est vrai. Donc l'œil humain, à un moment donné, à mon avis, la critique humaine, l'expertise, a un rôle particulièrement important à jouer. Je pense que l'IA peut nous aider, non pas à dire formellement c'est vrai, c'est pas vrai, mais peut-être à émettre un doute sur la valeur d'une chose et dans ce cas-là, de flaguer, pardonnez-moi l'anglicisme, de flaguer le truc. Et s'il y a un doute, à ce moment-là, on passe à des gens compétents qui, eux, vont regarder de plus près, mener l'enquête, etc., etc. Merci. Morgane, j'avais une question. Comment
les solutions, comment l'IA, les solutions no-code, low-code peuvent-elles autonomiser finalement les archivistes et peut-être leur permettre d'assurer la conformité avec des vérifications autonomisées? Est-ce que ça, c'est déjà possible? Alors je vais répondre à la question, mais je vais rebondir un petit peu avant sur ce qui a été dit. C'est vrai que le deepfake, entre guillemets, ou les faussaires existent depuis toujours. On a des exemples qu'on retrouve. Je repense, j'ai à l'esprit les crânes de cristal qui ont été identifiés beaucoup plus tard comme étant faux. Donc ça existe toujours. Par contre, ce que la technique nous apporte aujourd'hui, ou ce qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est sur la chaîne de provenance et de pouvoir s'assurer qu'on est capable d'identifier depuis la création d'un objet numérique, en passant par toutes les étapes de son cycle de vie, de pouvoir tracer, d'auditer et de pouvoir avoir un mécanisme qui vient nous permettre d'authentifier que justement ce n'est pas un document qui a été manipulé, ou un objet, je dis document mais c'est un objet qui a été manipulé, ou s'il a été manipulé, de pouvoir identifier par qui, de quelle façon, pour pouvoir vraiment avoir cette notion de provenance. Donc là il y a des choses qui sont faites dans le monde de l'image, de la vidéo, pour vraiment avoir ces aspects-là. Et pour retrouver ces intérêts, cette authenticité du document. L'autre aspect que j'ai, quand je rembobine un petit peu, j'ai dit le bon, et pour rester dans le thème, mais pour moi c'est pas le Far West non plus, il faut avoir des règles en place. Et l'autre citation qui me vient à l'esprit, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme, on le garde à l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut évidemment vérifier qu'on n'autorise pas tout, qu'on mette en place des moyens de bloquer les choses que l'on sait déjà nuisibles. Par exemple, dans l'utilisation, nous, très concrète, dans l'archivage électronique, dans la solution qu'on propose, on ne recommande pas l'IA générative. C'est-à-dire que je ne vais pas enrichir avec des choses que je ne peux pas maîtriser. Je ne sais pas si le résumé qui est construit il est réel, il correspond bien au contenu. Tant que quelqu'un n'a pas réellement vérifié, une personne ne peut pas attester qu'effectivement c'est le bon contenu. De la même façon, même pour la traduction, et c'est souvent inquiétant, c'est que la langue peut être très subtile et des fois on peut créer des traductions qui vont en contresens et on ne s'en rend pas compte. Et donc dans cet aspect-là, je ne pourrais pas garantir que la traduction est bonne si elle est faite que par l'IA. Il faut forcément que quelqu'un arrive à valider cet aspect-là. Donc c'est un facilitateur, mais on est obligé de le contrôler, on est obligé de le maîtriser. Alors comment faire? Peut-on éviter que l'IA devienne le fameux truand de cette conférence pour l'archivage électronique? Eh bien, avec beaucoup de difficultés. On revient sur le côté la course à l'armement finalement. On trouve toujours des aspects qui vont essayer de truander. Et donc c'est de la surveillance, de la veille. Et c'est un domaine qui va très très vite. Et donc on va s'appuyer sur de la normalisation, sur de la législation qui finalement, je dois dire, je suis assez surpris agréablement. L'IA Act, par exemple, est arrivé très vite dans l'échelle législative. Et je pense qu'on doit s'appuyer sur ces éléments-là, légaux, pour ensuite appuyer dessus avec les aspects techniques et de suivi et de monitoring. Jean-Pierre, vous vouliez... Oui, tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu as dit quelque chose d'important, le mot expert. Aujourd'hui, les IA génératives, ce sont des outils. Et comme tout outil, on peut l'utiliser positivement et négativement. Négativement veut dire pour moi qu'on utilise les IA génératives dans nos outils. Moi, je suis chez Intalio, on a intégré des algorithmes d'IA dans nos outils. Je vois qu'Everteam est là, un de nos adhérents, il l'utilise également, ils l'ont intégré. Ce n'est pas le problème d'intégration, le problème après, c'est le contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est que les IA font peur. On dit, ah bah oui, ça va prendre mon job, le travail, on n'aura plus de travail. Non, au contraire. Le risque, c'est d'utiliser les IA génératives comme étant... le nec plus ultra d'une part, mais comme étant quelque chose qu'on ne remet pas en cause. Si je prends une IA générative que j'utilise et que je ne contrôle pas, là oui, il peut y avoir des problèmes. Et donc le rôle de l'expert va être toujours là. Je vais utiliser une IA, mais elle doit me permettre de savoir si ce qu'il me propose est vrai ou pas. Parce qu'il peut y avoir des biais, il peut y avoir énormément de problèmes générés par les IA. Je vais prendre un exemple sur la partie médecine. J'ai rencontré un professeur de Pompidou qui me disait qu'ils avaient
éduquer une IA pour reconnaître les risques de cancer de la poitrine et des poumons. Donc ils ont éduqué avec un certain nombre de milliers de scans et de photos. Et donc, eux, en tant que spécialistes, ça leur prend 2 heures à peu près pour étudier un scan, pour savoir s'il y a un risque. Avec l'IA, ça leur prend 2 minutes, qui va dire, attention, là, il peut y avoir un risque. Voilà, c'est pas de dire, l'IA va nous dire, bah, là, il va avoir un cancer, c'est dire, là, il y a un risque, contrôlons pour vérifier ce qui se passe. Et pour moi, c'est ça. Et le risque dans le futur, c'est les personnes qui n'utiliseront pas les IA génératives seront perdues. Celles qui vont l'utiliser en croyant que c'est la parole de Dieu vont être nulles. Et celles qui vont l'utiliser comme outil, j'utilise ma calculatrice, mon téléphone, ce sont des outils, vont être extrêmement performants et vont être augmentés, entre guillemets, parce qu'ils auront les capacités de réfléchir et d'utiliser des outils. Ouais, j'ai envie de dire, j'aime bien, je suis d'accord avec tout ça. Et en fait, ce matin, je ne sais pas si vous allez vous intéresser au sujet, mais ce matin, j'ai découvert une intervention d'hier de Sam Altman, le président d'OpenAI, celui qui fait ChatGPT, voilà, et qui dit, bah voilà, on a sorti un nouveau truc. Ah, je dis, ok, ça a l'air vachement bien. C'est quoi? Et alors, le nouveau truc, c'est le PhD numérique intelligent. Donc, en fait, le doctorant ou le docteur en intelligence artificielle. 20 000 $ par mois, hein, attention, par mois. Donc moi, je suis abonné à ChatGPT+, c'est à 20 $. Le ChatGPT entreprise, c'est 200 $. Et là, c'est 20 000 par mois. Et là, il dit, bah, vous n'avez plus besoin d'embaucher des PhD. Vous pouvez aller voir sur Internet, hein, ça va dans le sens de ce que dit Jean-Pierre. Alors je dis, bah merde, ça, c'est quand même, ils y va fort quand même. Hein. Bon. Et puis 20 000 $, c'est quand même beaucoup. Bon. Et j'ai été voir ce que pensaient les gens, etc. Et ils pensent comme lui. Ils pensent comme Jean-Pierre. C'est qu'en fait, à un moment donné, oui, on peut automatiser des trucs, on peut automatiser l'analyse de documents, tout ça, mais ce qui fait la vraie valeur d'un doctorant ou d'un docteur, c'est pas ça. C'est son esprit critique, c'est sa créativité, c'est comment il va pouvoir précisément utiliser les outils modernes pour aller plus vite. Je prends dans le cadre de la recherche, pour une étude bibliographique, qui autrefois prenait 6 mois et qui maintenant va prendre 5 ou 6 jours. Ça, oui. Mais remplacer complètement, non. Donc, en tout cas, voilà, je voulais juste dire ce que j'ai vu ce matin et qui va dans le sens de ce que raconte Jean-Pierre. Merci. Édouard, j'avais une question sur, face à, aux contraintes légales, éthiques, face à tous les risques dont on parle depuis le début. Finalement, quelle est la responsabilité des institutions publiques dans le choix, la gouvernance des modèles d'IA qui sont utilisés ? Alors, notamment pour les archives. Alors, notamment pour les archives, mais on peut dépasser le système. De toute façon, la régulation des procédures, elle existe depuis toujours. C'est la question de sa définition, de sa mise en œuvre et de son contrôle et de son audit. Donc, de toute façon, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est comme avant l'inscription des étudiants, parce que c'est ce que en ce moment un peu d'actualité chez nous. Voilà, il y avait déjà des procédures, il y avait déjà une mise en œuvre qui était adaptable, pas adaptable. Donc, il y avait déjà des procédures d'audit et de contrôle. Donc là, avec la régulation européenne, donc il y a une nécessité, enfin il y a une imposition notamment pour les systèmes critiques, de documentation systématique. Documentation à la fois de la conception, documentation de l'entraînement, documentation de la mise en œuvre, documentation sur la manière dont les personnels qui vont mettre en œuvre ces dispositifs sont formés et le mettre en œuvre. Donc ça, c'est les exigences. Et c'est ce que les collègues qui sont en train de travailler au niveau international dans le projet Enterprise s'appellent les paradonnées. Les paradonnées, ce n'est pas les données qui décrivent les objets, c'est les données qui décrivent les processus. Et ça, je dirais que c'est à la fois donc, quelque chose sur lequel les organisations et surtout les archivistes vont pouvoir concourir, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que, je dirais que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui nous impose aujourd'hui d'autant plus. Moi, c'est souvent une réflexion que je fais avec mes étudiants, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, dans les services d'archives, de sortir des documents électroniques qui datent des années 60. 1960. On les sort dans un environnement qui est celui d'aujourd'hui, dans une forme qui est celle d'aujourd'hui. Comment je donne confiance? Si ce n'est en documentant mon processus et en montrant que toute la chaîne, comme le disait Morgane, elle a été suivie. Le problème, c'est quel moment commence la chaîne?
Parce qu'en effet, quand on a des systèmes intégrés où on peut en effet interfacer un système de production de données avec un système d'archivage, permet d'avoir une chaîne contrôlée du début jusqu'à la fin. Mais cette chaîne, on ne l'a pas toujours. On ne l'a pas toujours et elle reste encore beaucoup manuelle. Hein, notamment avec tous les systèmes bureautiques et les systèmes de messagerie où on a un certain nombre de ruptures de chaîne. Voilà. Mais voilà, en tout cas, la régulation aujourd'hui et la confiance dans les systèmes de préservation, elle passe par cette documentation des processus. Merci. Et si on va passer à notre quatrième petit débat qui synthétise un peu, enfin en tout cas qui termine nos échanges. Quel avenir finalement voyez-vous pour l'IA au niveau de la préservation numérique? Morgane, quelles sont les perspectives technologiques qu'on peut voir poindre? Alors c'est génial, j'adore prévoir l'avenir, de vous dire ce qui va se passer dans le futur, surtout dans un sujet qui bouge si peu, si lentement. Qu'est-ce que je peux dire? Je veux dire que ça ne va pas disparaître. L'IA, ça fait partie, ça fait partie des outils qu'on va utiliser. Je peux aussi dire que ça va continuer de changer beaucoup, très rapidement, à la fois sur la technique, sur le matériel, sur notre vie courante de l'utilisation de ces outils-là. Donc c'est un élément supplémentaire. Je le comparerais finalement à l'arrivée du smartphone, où personne n'en avait besoin et maintenant difficile de vivre sans. D'ailleurs, je vois, on a nos notes, tout le monde a cet aspect-là. Je pense que l'IA va être omniprésente comme outil. Et c'est plus une notion c'est l'espoir. J'espère que ça va être bien maîtrisé, bien contrôlé. Et donc l'aspect légal et l'aspect réglementaire pour moi est très important. Pour justement éviter les abus qui sont si effrayants. Quand on pense à Brésil, le film, c'était cet aspect, la machine qui décide de tout. Et que même quand on veut faire le bien avec l'IA, ce qui est difficile, c'est que eh bien, on ne maîtrise pas tout à fait. Et même dans l'aspect apprentissage et documentation de l'apprentissage, il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne réalise pas. Donc il y a des pistes, et moi il y a de la recherche sur comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que l'IA est le moins biaisé possible. Ce qui est virtuellement impossible. Nous-mêmes, humains, sommes biaisés, mais l'IA n'apprend pas en fait, mais s'appuie sur l'existant. L'existant, historiquement, est déjà biaisé. Plus on va dans le passé, moins on a de représentations scientifiques produites par des femmes, par exemple. On a des minorités qui sont de facto moins représentées. Et comment est-ce qu'on s'assure qu'on limite ces biais? Comment est-ce qu'on ne va pas trop fort dans l'autre sens non plus? Donc pour moi, les travaux qui doivent être faits sont autour de méthodes qui vont nous permettre d'ajouter des garde-fous. C'est surtout ça. Si vous vouliez... Oui, je suis d'accord avec tout ça. Juste un truc, il ne faut pas oublier que les IA modernes, déjà, l'IA, c'est vieux, hein, ça date des années 40, je pense que vous le savez, ça date, c'est très très vieux. Bon. Les IA modernes, quand on dit l'IA aujourd'hui, c'est les IA dites génératives, ChatGPT, etc. Mais contrairement aux autres, ces IA-là ne sont pas prédictibles. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment bien le souligner. Les autres, elles étaient prédictibles. C'est comme un algorithme, on lui rentre A, B, C, le lundi, il sort X, Y, et puis 3 jours plus tard, on rentre A, B, C, et il sortira encore XY. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Vous rentrez ABC, le lundi, il vous sort le truc, et 3 jours plus tard, il vous sort encore autre chose. C'est pas prédictible, le truc. Non seulement c'est pas prédictible, mais en plus de ça, ça hallucine. Donc en fait, il ne faut pas se fier à ce que ça fait, ce truc-là. C'est hyper important de bien garder ça en tête. Les IA modernes ne sont pas prédictibles, ni complètement fiables. On le sait avec les hallucinations, par exemple. Donc là, c'est peut-être un peu côté obscur. Deuxième point que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a 2 échelles de temps. On a 2 échelles de temps. On a l'échelle de temps de la technologie qui va super vite, ce que disait Morgane tout à l'heure, et on a l'échelle de temps des entreprises. Les entreprises n'arrivent pas à suivre. Et je vais vous dire un truc, à mon avis, à moi, c'est tant mieux. Parce qu'en fait,
on a des petits génies fous un petit peu partout dans le monde qui font des IA super intéressantes, super sexy, etc. Mais personne ne peut les mettre en œuvre rapidement. Et c'est tant mieux parce que ça laisse le temps aux entreprises de voir quelles sont les IA qui sont vraiment intéressantes, quelles sont celles qui sont potentiellement dangereuses. Ça leur laisse le temps d'analyser leur processus et de s'adapter et de faire en sorte que leur usage à ces IA soit le meilleur possible. Donc, quel que soit le domaine, et y compris bien sûr dans le domaine de la préservation. Merci. Et Édouard, si on revient au sujet de l'archivage électronique, je ne vais pas vous demander de faire des prédictions non plus, mais finalement, comment vous voyez l'évolution de ces outils avec l'IA? Est-ce que vous avez une... L'évolution de ces outils, ils vont nécessairement utiliser... Enfin, l'IA va devenir une des briques de ces outils nécessairement. Après... tout dépend du type d'IA et pour quel besoin, c'est toujours pareil. Donc en effet, l'IA va... alors peut-être moins elle est les déjà IA, parfois présente. Moins déjà, les IA, alors je vais mettre plutôt de côté les IA génératives, parce que les IA génératives aujourd'hui me semblent peut-être moins adaptées peut-être au système de préservation tel que je les vois, même si tout dépendra de la base de connaissances qui se révèle, mais c'est des outils qui vont être progressivement intégrés. Après, dire que ce sera la martingale, non, hein, là on est à mon avis dans le top du boom de l'IA. On va rentrer dans la vallée du désespoir dans quelques mois, dans quelques années. Voilà, donc c'est un outil c'est un outil comme un autre, donc on va apprendre à se servir. Et on va faire certainement des erreurs, hein, on en fait avec tous les précédents outils, donc on en fera aussi avec celui-là. Mais voilà, c'est quelque chose qui va progressivement s'intégrer. Voilà, le tout, c'est que ça reste un outil. Donc un outil, ça dépend de ce qu'on en fait, de ce qu'on en comprend, de ce qu'on en fait. Et il y en aura un autre qui arrivera dans 1 an, 2 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être pour moi digéré, qui va en effet répondre à un certain nombre de cas d'usage. Mais bon voilà, sur la préservation, il y a encore beaucoup de choses à mon avis à faire en termes de recherche et développement, et c'est toute la difficulté, parce que c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui. Je parle de mon côté, du côté de l'enseignement supérieur, c'est de développer des projets qui sont des projets de recherche et développement qui utilisent l'IA, tout simplement à cause des corpus. Parce que là où on aurait besoin de faire de plus de projets d'IA, on ne peut pas avoir les corpus, parce que les corpus sont soumis à des problématiques de restriction de droit. Donc, je pense en termes notamment d'identification de la confidentialité ou de classification automatique, parce que ceux sur lesquels ça serait le plus intéressant, qui sont les moins structurés, ne sont pas accessibles à la recherche parce que soumis à des problématiques de DCP, de secret défense, etc. Oui, RGPD même peut-être. Oui, voilà. Oui. Merci. Jean-Pierre, est-ce que vous voulez nous partager en quelques mots votre propre vision de la place de l'IA dans la préservation numérique, de son avenir, de ce que ça... Je crois que tout le monde a à peu près dit ce qu'il fallait. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, l'IA est un outil qui évolue. On en aura d'autres. On vit dans un monde disruptif complètement avec l'IA aujourd'hui, mais n'oubliez pas le quantique qui viendra dans, on ne sait pas quand, mais dans pas très longtemps, quelques années. Donc il va encore plus bouleverser le monde. Donc je crois que les outils, il faut les utiliser, il faut les maîtriser, on en a parlé. Pour moi, l'important, c'est la souveraineté. On voit aujourd'hui, avec le monde actuel, avec la politique actuelle, on n'est pas à l'abri, même avec nos alliances qu'on croyait indéfectibles, de retournement de situation. Donc l'importance de la maîtrise de nos outils, de nos technologies est là, et l'archive, c'est quelque chose, un bien commun. On archive des données, il ne faut pas se les faire piller, il faut être sûr qu'elles soient bonnes, en effet, qu'il n'y ait pas des distorsions qui font que on a des billets qui ont été introduits, ce n'est plus vraiment la bonne donnée qu'on a. Mais ça, on est capable de le maîtriser, il faut faire attention. Mais donc, utilisons les outils, incorporons-les au maximum dans nos outils parce que ça va nous rendre plus performants, contrôlons-les, mais faisons attention à notre indépendance et à notre souveraineté. Pour ça, utilisons si possible des outils souverains plutôt que des outils américains. Le Patriot Act leur permet de tout piller, de tout reprendre. Donc pour moi, c'est important d'essayer d'éviter et de garder notre indépendance, si possible. J'allais juste rebondir. Il y a un autre élément, puisqu'on parle d'avenir, qui est un sujet important. Pour moi, c'est l'aspect environnemental aussi. Quand on est dans l'entreprise, on a l'aspect RSE, on doit respecter certains standards.
C'est une surprise pour personne. L'IA aujourd'hui consomme énormément, trop même, faut être clair. C'est d'ailleurs un des freins pour l'implémenter de façon purement souveraine. Même les grandes entreprises ont du mal à déployer les modèles physiquement, au niveau matériel et ressources. Et donc là, c'est un bémol à ajouter supplémentaire. C'est que oui, on va utiliser l'outil, mais il faut faut challenger par rapport à un outil qui n'utiliserait pas l'IA, qui pourrait être tout aussi performant, mais qui va du coup consommer beaucoup moins. Donc dans vos calculs d'impact environnemental, il faut aussi avoir cet aspect-là à l'esprit pour justement éviter des débordements et des abus à ce niveau-là. Alors si je peux répondre, hein, tu as raison, mais il n'y a pas que les outils du style ChatGPT qui existent. D'abord, par exemple, DeepSeek a montré qu'il y a d'autres manières peut-être de faire. Et puis on a d'autres outils comme Mistral, par exemple, en France. Il y a peut-être besoin de certains outils énormes d'IA générative comme ChatGPT, mais il y a besoin souvent d'outils plus petits qu'on va maîtriser et qui seront moins consommateurs d'énergie, par exemple. Et de ne pas être dans un usage systématique de ces outils, de les choisir. Bah écoutez, je vous remercie pour ces 4 débats qui ont été très très intéressants et avec des avis différents qui se rejoignent, qui s'éloignent parfois. Je me demandais s'il y avait des questions dans le public que vous vouliez poser. Ah, alors attendez, je ne sais pas si... Oui, il y a un micro. Merci. Il y a un bouton. Oui, bonjour. Ma question est pour Monsieur Vasseur. Vous avez évoqué l'idée que les technologies d'IA vont permettre en fait de extraire des métadonnées, de générer des classifications, le tout avec un score de confiance pas absolu. Et vous avez indiqué que finalement, pour renforcer la confiance que l'on peut avoir dans la manière dont l'information est identifiée, classifiée et tout ce qu'on veut, c'est d'intégrer les paradonnées. C'est ça, les paradonnées. Ces paradonnées, comment vous les récupérez? C'est-à-dire, qui a créé le document? J'en doute pas un seul instant. Par quel processus est-il passé? Comment vous l'identifiez? Est-ce que c'est fait manuellement? Est-ce que c'est fait automatiquement? Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée sur l'usage des paradonnées et comment on les injecte dans les extractions de métadonnées? Dans les métadonnées, en fait. Alors, je vais essayer de répondre, je ne suis pas sûr de répondre totalement à la question. L'idée, c'est vraiment c'est documenter les processus. C'est fournir en plus des données, les métadonnées sur les processus, les données sur les processus. Donc, alors, c'est pas document par document, mais c'est déjà quand vous utilisez, par exemple, je vais dire Parcoursup aujourd'hui pour faire la sélection, pour inscrire votre enfant dans le supérieur. Parcoursup s'appuie sur un algorithme à un instant T. Donc, c'est avoir une trace déjà d'avoir l'algorithme, d'avoir éventuellement le corpus sur lequel s'appuie l'algorithme, les règles qui ont été données pour entraîner l'algorithme, à côté des données elles-mêmes. Donc c'est ce qu'on fait déjà, puisque quand on fait des opérations d'archivage, déjà on est censé documenter ce qu'on fait, même si c'est imparfaitement, et on constate que c'est souvent ce qui est le moins consulté par les utilisateurs, parce que les utilisateurs vont directement à la donnée, sans se poser la question de comment c'est arrivé là, quel biais y a-t-il en termes de sélection, en termes, il y a eu un incendie dans le bâtiment, donc on a perdu la moitié des archives. Enfin voilà, c'est exactement la même chose. C'est tout ce travail de documentation, du processus de création, du processus d'archivage, qui permet ensuite de faire le travail de critique. De dire, là, j'ai quelque chose, mais quelque chose qui a été biaisé par le fait qu'on a un corpus qui a été biaisé. Et par un entraînement qui a été biaisé parce que la personne qui a entraîné la machine, c'était un Québécois qui parlait français et pas un Français qui parlait français, donc il a un biais linguistique. Et donc d'avoir accès à l'algorithme, de savoir, parce que là, si tu veux, le problème, c'est s'il y a un algorithme qui fait quelque chose et qu'on n'y a pas accès, on ne sait pas quels sont les biais qui peuvent avoir été introduits ou pas. Donc, en effet, il faut avoir obligatoirement accès à la manière dont ça a été programmé, dont ça a été réalisé. Alors, c'est un peu moins important dans l'informatique traditionnelle, mais dès qu'on est en effet sur des algorithmes génératifs qui vont générer des informations, donc si tu veux, qui vont prendre tes métadonnées, les traiter, comment ont-ils été traités? Quels billets peut-être ont été générés par ça?
pourra pas le faire sur tout, mais c'est ce que recommande le AI Act de l'Union européenne, c'est que pour les systèmes critiques, il y ait ce travail de documentation avec au minimum une conservation de 6 mois. Et moi, d'un point de vue utilisateur, la philosophie, c'est faire confiance mais vérifier. Et donc, quand on est utilisateur, qu'on veut accéder à la donnée ou utiliser le service, on ne veut que faire ça. Par contre, on doit toujours pouvoir avoir la possibilité d'aller vérifier, ou plutôt d'autoriser d'autres services qui sont potentiellement plus qualifiés, parce qu'en plus, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais de pouvoir ouvrir. Donc là, c'est dans la politique, il faut nécessairement que ce soit ouvert et accessible pour pouvoir vérifier. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, moi, j'en avais une. Chez Archimag, voilà, on est lu par, entre autres, des spécialistes de la préservation numérique. Et je me demande toujours, dès qu'on nous parle d'IA, d'archivage, et ça pour tous les autres métiers qui nous lisent, finalement, là, on parle à des professionnels qui vont devoir progresser énormément, en fait, parce que des gens qui ont été formés, je ne sais pas, il y a 10, 20 ans, aujourd'hui, ça va ressembler. Voilà, leur métier, ça parle de data, ça parle même de conformité, de normes juridiques, sans s'éloigner du cœur de métier de l'archiviste. Mais comment ils doivent s'adapter finalement? On peut comprendre que ça pose beaucoup de questions pour les professionnels. Je ne sais pas qui veut répondre. Je vais prendre la parole en tant que formateur aujourd'hui et en tant qu'ancien professionnel. C'est que de toute façon, on apprend à apprendre et c'est la seule chose qu'on est capable de faire aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on a appris de toute façon sera obsolète dans quelques années. Donc ce qu'il faut apprendre, c'est à apprendre. Et rester dans un... Nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos modestes moyens à l'École nationale des chartes, c'est de faire en sorte que nos élèves y reviennent à des éléments de structure, par exemple. Moi, je leur enseigne à regarder avec méthode. Et à se dire, aujourd'hui, tel document, il est fait comme ça. Dans 50 ans, comment il sera fait, je n'en ai aucune idée. Mais essayons de revenir à la structure. Donc, je le fais beaucoup avec les cartes, ce qui les surprend beaucoup. Je fais une comparaison entre le cadastre au 19e siècle et le cadastre aujourd'hui, et je leur montre que c'est la même chose. Ce sont des polygones géolocalisés qui ont des métadonnées. Et que c'était la même chose, même si c'était sur un document graphique. Donc déjà, rien que de faire ça, c'est un moyen pour leur faire passer les évolutions technologiques. C'est d'essayer de revenir à une forme d'essence. Donc voilà, et c'est pareil pour l'apprentissage métier. C'est de leur apprendre les outils d'aujourd'hui, mais de leur faire dépasser la temporalité de l'outil, la temporalité de la norme, pour arriver à une forme, là encore, de choses qu'ils pourront répéter dans un autre contexte, qui sera celui dans 10 ans. C'est pareil avec les langages informatiques. On les initie à des langages informatiques en deuxième année de master, mais en leur disant très bien que l'essentiel, c'est pas d'apprendre le langage, c'est d'apprendre la logique d'apprentissage du langage pour quand ils auront un autre langage qui va apparaître, ils puissent l'appliquer et le faire. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui est important aujourd'hui. C'est pas d'apprendre ce qu'on fait, c'est d'apprendre pour pouvoir ensuite transposer ce qu'on a appris dans l'environnement qui sera celui du futur. Je comprends, merci. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Edouard. Et je vais juste dire un petit mot, en fait. Ça peut-être paraître évident, mais ça bouge très très vite. Mais ce qui est important, c'est de faire des expérimentations. Voilà. Et je pense que c'est un mot qu'on n'a pas utilisé depuis tout à l'heure. On ne peut pas transformer une organisation comme ça d'un claquement de doigts et on prend un très très gros risque. Donc en fait, je pense que ce qui est bien avec toutes ces technologies-là, c'est à petite échelle, faire des petites expérimentations. Ce qui va dans le sens de ce que disait Edouard, c'est d'apprendre à apprendre. On va apprendre à utiliser le truc, et puis on va avoir un retour d'expérience, on va partager avec ses collègues, on va voir si ça fait sens, et on va essayer de mettre en place une structure interne dans notre organisation qui fait sens. Mais l'expérimentation, pour moi, est absolument fondamentale dans un moment où les choses vont tellement vite qu'il faut se les approprier. Le mieux, c'est de faire des petites expériences. Merci Fabrice. Et moi, je dirais, la question que tu poses, elle est fondamentale parce que il faut apprendre à apprendre tout le temps et avoir l'esprit critique. Aujourd'hui, les enfants qui sont sur TikTok depuis l'âge de certains 7, 8 ans, même avant, qui ne font que regarder et suivre, que seront-ils? Quelle sera la société dans 40, 50 ans? Donc,
ce qu'on a aujourd'hui pour les archivistes, pour les documentalistes, pour n'importe quel métier, c'est de se dire on est toujours là à apprendre de nouveau et à garder l'esprit critique. Les fake news, tu en parlais tout à l'heure, fake news, on l'a parce qu'on ne le critique pas, parce qu'on n'a pas l'idée de réfléchir est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Donc tu vois, donc cette question, elle est fondamentale, mais elle nous touche tous, quels que soient nos métiers, nos âges et nos professions. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette conférence. Je pense qu'on peut la clore. Un grand merci. Merci à tous. Merci.